Bonjour et bienvenue sur le plateau de Weasel News, ici Stanley Rogers, et aujourd'hui, comme souvent, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Daniel Pédoncule. Professeur Pédoncule, Bonsoir. bonsoir, vous êtes, je le rappelle, professeur de sciences économiques et sociales, également professeur de politique et géopolitique à Stanford. Exactement, Et vous avez fait exactement. vos études à Harvard, rappelons-le, c'est quand même intéressant à être notifié. Ce Oui, soir, professeur, tout comme nos chers oui, téléspectateurs, beaucoup de sujets à aborder. oui, Avec tout d'abord le premier, quelque chose qu'on oui. a constaté avec, euh, à travers ce que nous rapportent les services de police, une montée en puissance d'un groupe de motards, les Lost, qui font de plus en plus parler d'eux au sein de cet État. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, professeur? Ouais, comme chaque montée en puissance de groupe criminel, évidemment. Euh, Après, je tiens à rappeler que le groupe Les Lost n'est pas si neuf que ça. Vous voyez, ça fait déjà quelques années qu'ils existent. Après, il est vrai que se sont un tout petit peu réveillés ces temps-ci. Je suis entièrement d'accord avec vous. Très bien. Est-ce que vous avez un petit peu étudié ce groupe des Lost? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur leur histoire? Qui sont-ils exactement? Bien sûr. Après, vous voyez, on pourrait faire un petit peu de sociologie, mais je doute fort que ce soit le principe de cette émission. Mais oui, de toute façon, l'organisation des LOS est très structurée, vous voyez, avec des grades bien précis. Un petit peu comme la police, si vous le voulez. Mhm. Si vous le voulez, si vous. Enfin, vous m'avez compris. Je vous ai compris, Euh, tout à fait, oui. vous avez un président, un vice-président, le sergent d'armes, le secrétaire, les prospects, que sais-je. Énormément de grades, vous voyez. D'accord, c'est donc un groupe extrêmement structuré. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, mais comme tout groupe malveillant, évidemment. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'individus faisant partie de ce groupe? Ah bah, peut-être que le professeur Lynch aurait eu ces chiffres précis. Moi, personnellement, non, mais je pense qu'ils sont quand même quelques centaines, oui. Mais écoutez, nous avons cherché à contacter le professeur Lynch, mais malheureusement, il n'a pas donné suite à notre demande d'interview, tout C'est bien simplement. dommage. Et effectivement. Professeur, c'est Lost. Quel est leur domaine d'activité? Est-ce qu'on peut les considérer comme un gang au même titre que les Ballas, les Families? Comment eux se définissent-ils? Bon, ils se définissent comme étant criminels, c'est indéniable. Après, si l'on regarde d'abord sur les définitions, un gang, enfin, tout groupe est considéré comme étant un gang à partir du moment où des activités illégales ont été recensées. Il s'avère que les Lost euh, font et ont fait des activités illégales. Donc en partant de là, on peut juger que le groupe des Lost est un gang. Après, je partirai plus sur le titre d'organisation criminelle plutôt que gang. D'accord. Qu'est-ce que, Car pour nos on ne peut pas. téléspectateurs, On qu'est-ce ne que peut ça pas. change en fait entre Bah, organisation tout criminelle et gang? simplement, tout simplement, ça n'a pas la même visée. Les gangs de Los Santos sont surtout concentrés sur Los Santos et sur l'État de San Andreas. Or, les Los Santos, pas du tout. Les Lost, comme les Sons of Anarchy, vous voyez, sont concentrés sur l'intégralité des États-Unis. Donc, on n'a pas du tout le même secteur, vous voyez. Ce n'est plus du local, c'est du national. Effectivement, c'est pas du tout la même portée. Et c'est pour ça que je pense que le département de la justice, peut-être, va plutôt dépêcher des agents fédéraux, parce que c'est clairement leur domaine, vous voyez. Ah ben alors, justement, vous me tendez une perche, professeur. Vous me tendez une énorme perche parce que c'est un C'est sujet. plutôt une poutre, hein, mais bon, Effectivement. C'est un sujet que je voulais aborder avec vous. bien sûr. Quid Que peut-on penser du silence du procureur général Bill Adam Kinley? Ah oh, je ne peux pas vous dire, vous voyez. Mais en tout cas, ce qu'on peut en tirer, tout simplement, c'est que la justice manque à son devoir, quand même, de rendre la justice au nom du peuple. Et il est vrai que
il y a beaucoup moins de jugement, je ne sais pas pourquoi, mais en Vous, tout cas, il faut se saisir de cette question, évidemment. vous tendez une nouvelle perche, La professeur. nomination des derniers juges n'ont visiblement pas servi à grand-chose, étant donné qu'ils ne font plus d'audience, ce qui est bien dommage. Alors, effectivement, ça m'amène à un autre sujet. Hein. On survole les sujets très rapidement grâce à vous. Puisqu'effectivement, il était question du procès de Pablo Nakato, et pour le moment, nous n'avons aucune date, nous n'avons aucune nouvelle de l'individu, nous ne savons pas ce qu'il devient, et si même il y aura un procès, est-ce que c'est pas quelque chose de frustrant pour les victimes, professeur? Bien sûr, et c'est une affaire excessivement compliquée. Vous voyez, Monsieur Rogers, c'est une affaire excessivement compliquée, car ce n'est pas qu'une seule affaire, en réalité, ce sont plusieurs affaires qui se sont empilées. Nous avons tout d'abord la mort du capitaine Harris, et puis ensuite de cela, nous avons des ajouts successifs au cours du temps. Je rappelle effectivement qu'il y a également eu la mort du procureur exactement, Khalifa, qui était assassiné et revendiqué par Pablo Nakato. Exactement, et puis même ce qu'il a revendiqué devant votre caméra. Bien sûr. Il y a plusieurs choses qui s'ajoutent. Effectivement. Exactement, et c'est pour cela que c'est une affaire qui est excessivement complexe, que ce soit pour les agents de police, ou pour le ministère public, ou tout simplement pour les juges, vous voyez. Car ce n'est pas une affaire, à mon avis, qu'on règle en 1 heure, mais plutôt quelques heures. Voilà, mais qu'est-ce qu'on peut penser justement du fait que ce procès n'ait pas encore eu lieu? Est-ce que c'est la faute de l'institution judiciaire? Est-ce que c'est la faute de la police? Est-ce que c'est la faute... Moi, je pense surtout que de nouvelles élections doivent être mises en place pour choisir un nouveau procureur général. Je pense surtout que il faut que la justice reprenne les poils de la bête, vous voyez, parce que là, concrètement, la justice est plate. La justice est plate. Nous n'avons aucune suite dans les enquêtes, aucune suite au niveau des procès. Moi, je vous le dis, c'est un scandale. C'est un scandale, à la limite d'un scandale d'État. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on n'est pas à la limite justement du scandale d'État? Est-ce que le gouverneur X devrait s'exprimer à ce sujet, bien que vous l'aviez précédemment rappelé, il y a une séparation entre la justice. De toute façon, il peut toujours le déplorer, mais cela ne relève pas de ses compétences. Cela relève à la rigueur des compétences du procureur général des États-Unis. Même du procureur général de notre État. Alors, le procureur général de notre État, qui, rappelons-le, est aux abonnés absents, puisque même sur son compte Twitter, il y a belle lurette que l'on n'a pas eu de ces nouvelles. Hein. Donc, est-il encore actif et que fait-il? C'est la question que tout le monde se pose actuellement, professeur. C'est une question. Surtout que il convient de noter qu'il est le seul procureur, le seul représentant du ministère public. Pourquoi, d'ailleurs, justement, pourquoi le procureur Bin Khalifa n'a-t-il pas été remplacé? C'est une bonne question, je ne sais pas. Il faudra peut-être le demander à... Est-ce que l'institution pense que le procureur général est autosuffisant? Est-ce que... Je pense surtout que... Moi, je pense que c'est le même cas de figure que les SSD, vous voyez, je pense que c'est un manque chronique de candidats. Je pense surtout que c'est ce point-là qui fait que nous n'avons pas de nouveau procureur. Mais je déplore cela parce que justement, dans ce cas de figure-là, on se retrouve vite bloqué, vous voyez, et de criminels suspectés doivent être punis. La justice, et je rappelle, rendue au nom du peuple. Et le peuple ne tolère pas, évidemment, des retards ou des manques, ou des manquements. Absolument. Absolument. Mais là, effectivement, est-ce que ça ne va pas favoriser justement l'émergence de gangs ou enfin de délits au sein de notre État, sachant que les individus peuvent se considérer comme étant dans l'impunité la plus totale? C'est ça. D'ailleurs, je pense que c'est en partie pour ça que le groupuscule Lost a connu une montée en puissance. Je pense que ça peut être l'un des facteurs. Après, je peux me tromper. Vous voyez, je n'ai pas la science infuse, grâce à Dieu d'ailleurs. Mais voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que nous sommes
sommes plus en sécurité. Alors, justement, au sujet des Lost, nous avons une présidente d'association qui se bat contre la criminalité, Annie Hidalgo, qui demande l'interdiction des motos dans l'état de San Andreas. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'interdire les motos? C'est ridicule. C'est ridicule, et puis surtout, ça va à l'encontre de nos libertés. Vous voyez, c'est pas parce que vous interdisez les motos que vous allez réussir à calmer le jeu avec les gangs. Sinon, si on en vient là, il faudrait interdire tous les véhicules verts, jaunes, violets, et que sais-je. C'est vrai que vous soulignez un point très important. Parce que c'est le problème. Selon ces dires de Madame Dalgo, donc, les motos sont le problème, puisque les Lost roulent majoritairement en moto. Hein, s'il faut interdire chaque type de véhicule utilisé par les gangs, on va rouler, on va même pas rouler d'ailleurs, on va marcher. Et encore, on va nous l'interdire. Parce que les gangs aussi utilisent des chaussures pour marcher, vous voyez. Donc, on peut toujours aller à l'extrême, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'interdire les motos. C'est déplacer le problème, à mon avis. Ça voudrait dire qu'effectivement, demain, les motos sont interdites, ils vont certainement se tourner vers les vélos, indéniablement. Exactement, et puis s'il n'y a plus de vélos, ils vont se tourner vers les chaussures, vous voyez. Donc c'est un débat infini. Oui, c'est une proposition extrêmement stupide. Je dirais pas stupide, mais je dirais inutile. Pensez que... D'ailleurs, voilà, est-ce que ces associations-là, aujourd'hui, est-ce qu'il faut les écouter? Est-ce qu'il faut les écouter, professeur? Parce que beaucoup de propositions sont ridicules. Écoutez, j'ai beaucoup lu Voltaire quand j'étais jeune, et je suis d'accord avec sa doctrine. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je ferai tout pour que vous puissiez le dire. Je suis d'accord avec Voltaire. C'est pour ça qu'on vous donne la parole, professeur. Mais exactement, mais ce n'est pas parce que, justement, quelqu'un dit une idiotie que nous devons forcément l'interdire. Parce que combattre une idée, ce n'est pas la censurant, mais au contraire, parce que vous lui donnez du crédit. C'est en la combattant avec des arguments, avec des débats, vous voyez. Et c'est grâce à cela qu'on peut gagner. Mais je ne dirais pas qu'il faut leur interdire de dire ce qu'ils pensent. C'est d'ailleurs l'un des plus grands amendements de notre bien-aimé pays. Vous avez bien évidemment raison, professeur, mais c'est vrai que c'est donner du crédit et de la parole à inutilement, parce que ce genre de proposition, c'est complètement grotesque. Bienvenue dans une démocratie, Monsieur Rogers. On a le droit de dire tout ce qui est possible et imaginable, dans le respect de la loi, évidemment. Mais dans une démocratie, ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent, même si c'est des idioties. Voilà. Voilà. Enfin, après, ce que je vous dis, c'est qu'il faut que derrière, il y ait des arguments, des débats, qui permettent justement de recadrer la chose. C'est d'ailleurs le principe d'une démocratie, à mon sens. Effectivement, professeur. Alors, un dernier sujet qui est en lien avec un petit peu les précédents. Nous observons tristement une augmentation croissante des braquages de supérettes. Qu'est-ce qui se passe, professeur? Qu'est-ce qui se passe? Et aujourd'hui, est-ce que les épiciers sont en danger en allant travailler? Moi, j'ai reçu le témoignage d'un épicier, de plusieurs, mais je noterai celui de Jean Boîte de Conserve, qui a été braqué, qui a fait l'objet de braquage à plusieurs reprises dans la même semaine, professeur. Est-ce que c'est logique d'aller au travail l'apéro vote? Est-ce qu'ils doivent continuer à travailler, ces gens? C'est la grande question qu'il faut se poser. J'avais également le témoignage de Apou de Pain, qui tient une petite supérette spécialisée dans la boulangerie, qui, lui, nous fait état de braquages récurrents. Il n'a plus assez d'argent pour travailler. Il ne peut plus faire son travail correctement, professeur. Exactement, mais c'est exactement ce que m'a dit monsieur Gendarmerie, vous voyez, qui vient de Saint-Dijon. Et celui-ci m'a dit exactement le même problème. Je dois quand même le souligner. Nous sommes quand même dans une situation à peine croyable. Mais c'est toujours pareil, vous voyez, c'est toujours un problème d'effectif. Un problème d'effectif, un problème de réponse de la justice. À partir du moment où la justice ne répond pas à un acte criminel, c'est open bar, si vous voulez. C'est presque le Yabi Pitch, vous voyez,
la criminalité. Voilà, voilà. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire, professeur? Parce que là, ces commerçants, et on peut le comprendre, sont Mais bien totalement sûr. démunis face à cette Mais recrudescence de mais braquage. bien Et ils vont sûr, travailler bien la peur au ventre. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal dans une Mais démocratie. non, ce n'est Pas absolument pas. normal. Même partout, même dans une Euh, démocratie, ce n'est pas normal c'est pas de normal. partir au C'est pas travail normal. la Ah peur non. au ventre. Je suis Ah non. entièrement d'accord avec vous. Ah, c'est Entièrement pas d'accord avec normal. vous. D'ailleurs, je tiens à souligner que beaucoup de professeurs dans d'autres États des États-Unis vont quand même jusqu'à s'entraîner et avoir une arme sur eux au cas où. Au cas où un homme rentrerait pour tirer à l'intérieur d'un établissement scolaire. On en arrive là quand même, si vous Mais voulez. il va y avoir des drames. Il va y avoir des drames. Exactement. Mais parce que le jour où justement le criminel va rencontrer un patron d'épicerie qui sera armé, ce sera un chaos. Je le dis ouais fort. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Nous qu'est-ce allons qu'on vers un fait drame. contre Nous ça? allons vers un drame. On ne fait rien. On ne fait rien. Mais en fait, Juste si vous voulez, pas. Les policiers sont débordés. c'est le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. À partir du moment où il n'y avait pas de réponse au niveau judiciaire, c'est open bar. C'est comme je vous dis, c'est l'Ibiza de la criminalité. Vous voyez, voilà. C'est tragique. On assiste à quelque Ah chose oui, de, c'est tragique. à quelque chose de tragique. Exactement. Moi, j'ai peur. Moi, je vous le dis, quand je suis dans la rue, j'ai peur des gens. Mais de toute façon, je vais vous dire une chose, professeur, c'est pareil, on parle des épiciers. Mais on peut s'interroger aussi sur les clients. Les clients, est-ce qu'ils n'ont pas à nouveau, eux, la peur aussi d'aller faire leurs courses? Est-ce que c'est normal d'être dans ce climat d'insécurité? Exactement, exactement. C'est un climat. Ce n'est pas un sentiment, vous voyez, l'insécurité. C'est une réalité. Il faut le dire. Il faut le dire haut et fort. Et je vous le dis à vous. Mesdames et messieurs qui vous nous écoutez, aujourd'hui à San Andreas, la situation est grave et nous devons tout de suite prendre les dispositions importantes pour que la justice reparte. Il faut que la justice reparte. Il faut, je pense qu'il faut prendre contact avec justement ces grandes universités qui forment la future fine fleur de la représentation du ministère public ou tout simplement les juges. Il faut qu'on recrute. Il faut recruter. Du personnel, mais partout. Voilà, voilà. Et vous avez raison. Vous avez raison. Ben oui, oui, oui. Vous avez raison. On manque de personnel. Et... Il faudrait, à la rigueur, je vous le dis, il faudrait au moins 3 procureurs de plus et 3 juges de plus. Écoutez, et des agents de police en plus, mais non. J'espère que notre émission aura permis aux concernés de se manifester et puis de faire bouger les choses, parce qu'effectivement, là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, ce n'est plus vivable, je vous le dis, ce n'est plus vivable. Je dois vous dire, quand je vais faire les courses, j'ai peur. Voilà. On est dans un monde où... Voilà. Je suis entièrement d'accord. Justement, parce que moi, je ne vais que à Sandy Shop. C'est pour ça d'ailleurs que je ne vais plus faire mes courses par moi-même. J'envoie une femme immigrée. Oui, bon, je me déplace quand même, parce que faut quand même un petit peu marcher. C'est pour ça que je discutais avec Monsieur Gendarmerie, vous voyez, dans le Nord. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est quand même, ça en devient fou, quoi. Ah bah, Et puis, bon, il m'a quand même dit que quand même les officiers de police passaient pour voir si tout se passait bien, mais c'est toujours pareil, vous voyez. C'est un problème. C'est un problème récurrent dans notre État. Écoutez, moi j'en discutais avec mon traiteur, Jean Bombeur, et il était scandalisé. Oui, mais parce que moi, vous voyez, je suis en contact avec son frère, Jean-Bon Emmental. Et c'est vrai que celui-ci m'a dit exactement la même chose. Ce n'est plus vivable. Ce n'est plus vivable. Non, mais on marche sur la tête et... Ah oui. Ouais. Je suis d'accord. Néanmoins, ça nous amène à parler de votre nouvel ouvrage, et qui va un petit peu à contre-courant de ce qu'on vient de dire, finalement. Bien et sûr. vous allez nous l'expliquer. À chaque fois que j'écris un livre, justement, j'essaye d'aller à contre-courant. Pour un petit peu, vous voyez, ouvrir les esprits et surtout penser à autre chose. Est-ce que là, votre nouvel ouvrage, qui s'intitule « Les scénarios de la peur, pas pour moi », aux éditions des Marcheurs, qu'est-ce que vous avez voulu signifier, professeur? Parce que là, on vient bien de rentrer dans un scénario de la peur. Vous nous avez dit clairement que la vie est en danger. Mais là, ce que j'ai essayé de faire, c'est écrire une nouvelle qui se passe dans l'espace, vous voyez, au fin fond, au fin fond de l'espace, vous voyez.
une équipe d'astronautes et de scientifiques qui s'occupe justement de récolter des informations sur une nébuleuse, quand tout à coup, et ça je ne vais pas vous le raconter, il faudra que vous le lisiez. Ah bah avec grand plaisir, avec grand plaisir. D'ailleurs, je rappelle que cet ouvrage va sortir après les fêtes, puisque vous avez été très prolixe avant. Et donc, pour la nouvelle année... Mais vous savez, je ne suis pas autant prolixe, que Victor Hugo, vous voyez. Ah. Victor Hugo, me semble-t-il que c'était 43 837 vers, moi je n'en suis qu'à 38 000. Ah, c'est déjà un bon score, professeur. Vous êtes un bon écrivain. Personnellement, j'aime beaucoup lire vos livres. C'est très plaisant. Moi, j'adore regarder vos émissions. Ah, mais... Elles sont très intéressantes et très ouvertes d'esprit. Tout à fait, mais notamment lorsque vous êtes sur notre plateau, professeur. Alors du coup, les scénarios de la peur, pas pour moi. Donc, voilà, vous donnez des conseils un petit peu aux gens pour éviter de tomber dans la peur. Alors justement, la première partie de cet ouvrage, c'est surtout ce roman, cette nouvelle. Et puis la deuxième partie, ce sont des conseils, vous voyez, des conseils d'autodéfense, que ce soit intellectuel, vous voyez, ou corporel. On peut se défendre avec son cerveau, avec un livre à la main. Il faut se défendre, parce qu'en fait, nous ne sommes pas qu'attaqués physiquement, vous voyez. Nous sommes attaqués psychologiquement et intellectuellement, avec les inepties que nous voyons à la télévision, vous voyez. Vous me comprenez? Ah, tout à fait, oui. Oui. Complètement. Voilà, je vous le dis pour revenir sur tout à l'heure. La justice est exsangue. Et c'est d'ailleurs ce que j'essaye de développer dans mon livre. Eh bien, écoutez, c'est avec un grand plaisir qu'on vous lira dès que cet ouvrage sera publié, mais non pas douter, ça va passionner nos téléspectateurs. Parce que vous êtes quelqu'un de passionnant, professeur. Merci vous êtes beaucoup. Passionnant. C'est pour ça qu'on vous invite. Ah ben, je me doute. Et d'ailleurs, vous pouvez remettre vos lunettes, hein, je sais que vous... Je sais que vous les avez sorties tout à l'heure, mais vous pouvez les remettre. J'essaie de quitter ce toc, parce qu'effectivement, c'est une mauvaise habitude que sans arrêt quitter ses lunettes, les remettre. Exactement. Ah bon, bref. À la régie, c'était Régis Heur. Merci, le régisseur. Oui, merci. Voilà. Bon, on n'a pas le temps de remercier tout le monde. Mais en tout cas, c'était un plaisir que d'animer cette émission en votre compagnie. C'est un plaisir partagé. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre prochainement pour peut-être parler des améliorations qui ont été apportées à la justice par peut-être notre émission. Hein. On peut le... J'espère. Moi, vous savez, je ne veux que du bien, vous voyez, pour cet État. Et justement, pointer du doigt ce qui se passe, c'est en partie essayer que des politiques, ou tout simplement la justice, s'en saisissent de ce constat pour ensuite faire ce qu'il faut faire. Quoi. Bien sûr. Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis en cette fin de journée. Merci à vous, professeur, d'avoir répondu présent à notre animation. Merci à vous de m'avoir invité. Cameron, le caméraman, Régis, le régisseur, et au son, je n'ai pas son nom. Bien, à très bientôt sur Weasel News. C'était Stanley Rogers.